Bonjour à tous, bienvenue dans les hors-séries de l'été de Parents Voyageurs. Cet été, nous nous associons avec Stéphanie de Famille et Voyage, le podcast, pour vous présenter une autre facette de nos invités. Alors que nous les interrogeons sur leur parcours, leur choix de vie, leurs expériences de voyage en famille, Stéphanie leur demande d'ouvrir leur carnet de voyage et de nous faire découvrir des destinations. Chaque semaine, jusqu'à fin août, nous allons donc vous proposer 2 conversations avec le même invité, une histoire de vie et un carnet de voyage. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur nos blogs respectifs famillevoyage.com et parents-voyageurs.fr. Belle écoute et bel été! Hello, hello! Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, conteuse d'escapades en famille, accro aux histoires de voyage tout près ou très loin, et accessoirement maman de 2 garçons de 11 et 15 ans. Un vendredi sur 2, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de mes invités sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous donner leurs meilleurs conseils sur un itinéraire, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et leurs bonnes adresses. Je vous emmène aussi en reportage à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Vous l'avez compris, ici on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille. Parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines vacances, parce que oui, un jour ce sera à nouveau facile de voyager, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et au fait, le podcast est également diffusé 2 fois par semaine sur la web radio Allô la planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Solène était prof de PS à Paris, puis a été mutée en Gironde, fief de James, son surfeur d'amoureux. C'est là qu'il crée So Nice Surf School, c'est pas facile à dire, leur école de surf et surf camp au Porge, près de Lacanau. Ça ne vous rappelle rien ? Mais si, on en a parlé avec Caroline dans l'épisode 35. Mais revenons à Solène et James. Pour assouvir leur passion des voyages, ils ont adopté un mode de vie saisonnier qui leur permet d'alterner travail en Gironde et grands voyages autour du monde. En 2014, ce n'est pas 1 mais 2 bébés qui agrandissent la famille. Un peu flippés lors de l'annonce, ils ont vite intégré le duo dans leurs escapades et c'est donc tous les 4 qu'ils partent chaque hiver. C'est pas le rêve ça. Après l'Afrique du Sud, la Birmanie, les Philippines, pour n'en citer que quelques-uns, c'est la Tanzanie qu'ils ont choisi d'explorer cette année. 2 mois et demi de road trip, de villages Maasai, de safari et d'eau turquoise en famille, qui vont vous donner envie de changer de vie tout simplement. Allez, c'est parti pour le carnet de route de Solène en Tanzanie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Solène! Salut Stéphanie! Merci infiniment d'avoir accepté de nous raconter votre super voyage hivernal. Écoute, avec grand plaisir, ça me fait plaisir de le partager. Comme je l'ai dit en introduction, vous avez un mode de vie saisonnier qui, moi, perso, me fait rêver, clairement. Mais est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça s'organise tout ça? Oui, alors en fait, avec James, on a une école de surf, du coup, depuis 2010. Donc, on a créé avant d'avoir les enfants. En fait, l'école s'est développée au fur et à mesure et en fait, c'est vraiment notre principale activité. Donc, on travaille l'école est ouverte d'avril à fin octobre, ce qui fait qu'en fait, ça nous laisse vraiment l'hiver de libre pour voyager. C'est trop bien, mais je sais que j'ai loupé quelque chose. J'aurais dû faire prof de surf. Ouais, mais non, en fait. Il est peut-être encore temps, pourquoi pas. Alors, On écoute, parlait de reconversion. mais alors quand on voit mon niveau en surf, à mon avis, c'est mal barré. Pourtant, j'essaye, je fais des efforts, j'y vais tous les ans, mais non, décidément, Ouais, la vague non, me pas fait là, non. toujours peur, donc je crois que c'est mort là pour me reconvertir, en tout cas là-dedans. Bon, avant de partir en Tanzanie, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps. Est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais quand tu étais enfant avec tes parents? Ouais, du coup, mes parents, alors je suis partie, ils m'ont trimballée dans pas mal, donc je suis fille unique, j'ai pas de frères et sœurs. Ils m'ont pas mal trimballée, que ce soit en voilier, parce que mon père avait un voilier, ou alors il en louait un pour aller en Grèce ou en Corse. Et du coup, moi, dès toute petite, j'étais avec eux. Ils avaient un van aussi, donc on partait tous les 3. Après, ils se sont séparés, mais j'ai continué à partir avec ma mère. On s'est fait des road trips toutes les 2 en van.
Elle avait même à un moment un van, les vieux vans orange, là, les vieux combis Volkswagen. Donc voilà, donc je pense que il y a pas mal de choses qui viennent de là, du fait d'avoir bougé de manière assez cool en fait avec eux. Alors, je me rappelle la première fois que j'ai pris l'avion toute seule, c'était l'année où je passais le brevet des collèges. Et en fait, mon père était parti au Sénégal. Il avait fait toute une traversée en voilier avec une asso qui s'appelait la Baleine Blanche à l'époque, qui emmenait des enfants sur une année. Et du coup, je l'avais rejoint là-bas. Et je me rappelle, c'est donc la première fois où j'ai pris l'avion toute seule. C'est pareil, quelque chose qui m'a quand même marquée. Et voilà, je pense que ouais, j'ai toujours été attirée par le fait de bouger et puis d'aller voir ailleurs si j'y étais et ce qu'il y avait. Et ça a continué du coup quand tu es partie de chez ta maman? Je suis partie de chez ma maman pour aller terminer mes études à Grenoble parce que je voulais faire pas mal de ski. Et après, j'ai fait pas mal de trucs en van, etc. Et après, en fait, quand on s'est rencontrés avec James, lui, il avait aussi pas mal l'habitude de voyager, donc essentiellement des voyages surf. En fait, il partait pour aller surfer différentes vagues dans le monde. Et du coup, nous, en fait, tous les deux, on s'est vite remis à voyager ensemble sur des longues périodes, en fait. Parce que du coup, moi, ça correspondait au moment où j'ai commencé à être prof de PS et en fait, je prenais des mi-temps annualisés. Donc, c'est un concept absolument génial, en fait, qui permet de travailler de septembre à janvier et d'être payé toute l'année à mi-salaire en fait. Et ce qui fait que j'avais quand même un revenu de février jusqu'à l'été. Et en fait, on partait de février à mai. Puis ensuite, du coup, on avait notre école de surf qu'on a créée un peu dans le même timing. Donc voilà, avant d'avoir les enfants, je crois qu'on s'est fait 5 voyages de 4 mois. Donc forcément, une fois qu'on avait goûté à ce rythme-là, enfin nous dans notre tête, c'était complètement inconcevable de ne pas continuer à voyager, même avec des enfants. Et en plus, dans les voyages, on a rencontré forcément du monde qui voyageait avec des enfants. Donc ça ouvre aussi les opportunités, parce qu'en plus, à l'époque où on voyageait donc tous les deux sans enfants, on n'était pas du tout. Moi, j'avais pas de compte Instagram. On avait un Facebook perso, mais enfin voilà, on n'était pas forcément influencés comme maintenant avec les réseaux. Donc c'est vraiment ce qu'on voyait en fait qui nous montrait que c'était possible. Ce qu'on voyait dans la vraie vie, pas ce qu'on voyait sur les réseaux. Enfin bon, on va pas faire de débat entre la vraie vie et les réseaux, mais voilà, tu comprends Oui, ce que je... parfois, c'est un peu Voilà. différent, mais ça donne pas mal d'inspiration quand même, quand on sait bien les utiliser, ouais. Et du coup, à partir du moment où ils sont arrivés, vous êtes repartis, en voyage, votre premier long voyage, je vais y arriver, avec eux, ils avaient quel âge? Il venait d'avoir 1 an. Et en fait, on est parti à Bali et en Nouvelle-Zélande. En fait, l'idée, c'était de partir en Nouvelle-Zélande. Et on a fait un stop à l'aller et au retour à Bali pour couper le trajet parce que c'est hyper long. La Nouvelle-Zélande et puis même le décalage horaire, on ne le sentait pas trop. Donc voilà, donc c'était le premier voyage pendant 2 mois et demi. Et comment vous aviez, choisi cette destination? Parce qu'avec des bébés d'1 an, j'imagine que vous avez quand même fait attention, à pas partir entre guillemets «n'importe où»? Ouais, tout à fait. Du coup, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qu'on voulait faire depuis très longtemps, qui nous branchait vraiment. Et en fait, on s'est dit, même si c'était loin, on trouvait que c'était très adapté à des enfants parce que du coup, sanitairement, il n'y a pas de souci. Les routes, elles sont en bon état. Et en fait, l'hiver pour nous, c'est l'été là-bas, donc c'était la bonne période. Eh oui. Bon allez, on part en Tanzanie maintenant. Comment tu as préparé votre voyage, dans une année en plus, un peu particulière? Qu'est-ce qui t'a inspiré et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit: «C'est possible, vous allez pouvoir y aller»? Alors en fait, la Tanzanie, c'est vraiment un pays qu'on avait en tête. Moi, c'était le pays où j'avais envie d'aller cette année. Parce qu'on avait adoré l'Afrique du Sud, donc c'était 2 ans avant les Philippines. On était partis, les petits avaient 3 ans. Et franchement, c'est un des plus beaux voyages qu'on ait fait. On avait adoré les petits, le fait de voir les animaux, ça avait une dimension géniale pour eux en fait. Toutes ces découvertes. Nous, on avait adoré les paysages, on avait adoré le fait de faire un méga road trip et tout. Je me suis inscrite dans des groupes Facebook, parce que c'est tout le temps ce que je fais quand je prépare un voyage. Les groupes Facebook dédiés en fait aux destinations.
généralement francophones. Et là, en fait, on a vraiment les infos en temps réel de comment ça se passe. Puis c'est là où je me suis rendu compte, en fait, le pays était ouvert. Et surtout, j'avais vu qu'avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, en fait, ils annulaient pas les vols. Donc du coup, à partir du moment où j'ai eu ces infos-là, je me suis dit, voilà, on tente. De toute façon, on réserve. Puis on verra bien. Au pire, si on part pas, on part pas. Mais j'avais quand même bon espoir qu'on arrive à partir. J'ai quand même quasiment rien réservé en fait à l'avance, parce que du coup on était quand même voilà, c'était un peu qui tout double, donc Oui, autant pas trop réserver pour pas avoir tout à annuler ou avoir des problèmes c'est de ça, remboursement si jamais il y avait un problème, ouais. exactement. Donc voilà, on est parti, et puis c'était top, on a bien fait. J'imagine que vous aviez quand même, les premiers jours, Ouais, alors en fait, c'est pas tout à fait vrai. J'avais quand même réservé la période de mon anniversaire, parce que j'ai eu 40 ans, et Ouh! du coup, je voulais pas me retrouver dans un endroit tout pourri. Donc, enfin voilà, j'avais un peu anticipé les dates en fait de mon anniversaire, donc qui est le 20 décembre, et Noël, parce que Noël, je sais que souvent c'est un moment où c'est un petit peu compliqué. Donc, je préférais assurer le coup, parce que finalement, à Zanzibar, il y avait du monde, hein. À Noël, il y avait quand même pas mal d'hébergements qui étaient complets. Et je m'étais calée avec Marine de l'agence Andala Travel, avec laquelle on est parti faire les safaris après dans le nord de la Tanzanie. Mais après, tu parles du jour de l'arrivée. Ça, je crois qu'on l'a réservé une fois qu'on était à l'aéroport et qu'on était sûr qu'on allait embarquer, en fait. Enfin, les 2 premières nuits, du coup, quand on est arrivé, parce que donc on est arrivé d'abord à Dar es Salaam. En fait, ça revenait moins cher de prendre l'avion depuis Paris et d'arriver à Dar es Salaam, donc du coup qui est dans les terres, on va dire. Je dis dans les terres pour pas dire à Zanzibar, en fait, pas sur l'île. Donc on est arrivé à Dar es Salaam, et en fait on a pris le ferry. On a démarré notre itinéraire à Zanzibar, à Staunton, mais après non, vraiment la suite on l'a fait au fur et à mesure, les hébergements. Comme ça nous permettait de voir où est-ce qu'on avait envie d'aller, de rester. Et tu as parlé, rapidement d'une agence avec qui, tu avais réservé avant de partir. Cette agence, tu l'as trouvée comment? Andala Travel, je l'ai connu par Marine et Jules, qui ont le blog Explore le monde. Et du coup, ils étaient partis avec eux. Ils ont fait une web série aussi, enfin un épisode avec eux. Et du coup, j'ai pas contacté d'autres agences en fait. Ça, c'est une agence qui est engagée en fait pour le tourisme durable. Et du coup, je trouvais que le concept était très bien. J'ai eu un super contact avec Marine, donc qui s'en occupe. Et du coup, voilà, on a calé notre programme de safari et de village authentique avec eux. D'accord. Le reste, vous l'avez fait au fur et à mesure? Ouais, le reste, on l'a fait au fur et à mesure. Et j'avais quand même juste calé une voiture, parce qu'on voulait absolument se faire un road trip. En fait, on aime vraiment la sensation d'autonomie qu'on a quand on a une voiture, par rapport à devoir gérer des horaires de bus, etc. En fait, pour ce voyage en Tanzanie, pour le préparer, c'était un peu le casse-tête, parce que il fallait déjà cibler un peu les zones où on voulait être, parce que c'est immense, la Tanzanie. Et moi, au début, j'ouvre mon Lonely Planet, je regarde la carte, et en fait, il y avait des trucs qui me plaisaient dans le nord, donc tous les parcs qu'on a fait finalement. Et il y avait aussi tout au sud, à la frontière du lac Malawi, il y avait un autre endroit que j'avais repéré, où j'avais envie d'aller. Donc au début, j'essayais de trouver un mix pour conjuguer un peu tout ça, plus Zanzibar, plus j'avais dû repérer un ou deux endroits forcément, parce que je repère tout le temps plein de trucs. Ah oui, et je voulais aussi trouver un moyen de prendre le train, parce que je trouvais que c'était top d'avoir cette expérience de voyager avec des locaux. Enfin, c'est toujours cool de prendre le train dans un pays étranger. Absolument. Donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai dû faire des choix. Donc, les choix, ça a été de zapper le sud. On s'est dit, on démarre à Zanzibar, ensuite on prend l'avion, on arrive dans le nord de la Tanzanie, on fait le trip avec Andala Travel, donc les safaris et les villages. Donc ça a duré 8 jours. Et de là, en fait, on loue une voiture et on trouve une distance raisonnable, donc ne pas aller tout au sud du pays. Donc là, la distance raisonnable qu'on a trouvé à faire, en fait, c'était de partir d'Arusha, qui est donc dans le nord, et de rallier Dar es Salaam, en fait, où on était arrivé au début. Donc ça nous a fait un super trip hyper varié, en fait, dans les terres. Et de là, on a rallié la côte.
Et ensuite, on a repris l'avion cette fois-ci pour aller à Mafia, qui est une autre île au sud de Zanzibar. Et de Mafia, on a repris l'avion pour aller à Zanzibar. Voilà, Ok. c'était ça. Essayons de rentrer un petit peu plus dans le voyage parce que tu nous as dit plein d'endroits. Évidemment, on sait absolument pas où c'est. Ouais. Évidemment, on va pas faire jour par jour tout ce que vous avez fait parce que là, on a pour 6 heures d'épisode, donc ça va pas être bien non plus. Mais il y a quand même des moments clés et là, tu nous as fait, sans le vouloir, les différents endroits qui sont vraiment les étapes de ce trip. Est-ce que pour chacune d'elles, tu peux nous dire ce qui t'a marqué, à quoi ça ressemblait et pourquoi c'était absolument génial? Ouais. Zanzibar, c'était de l'eau hyper turquoise. J'ai jamais vu de l'eau. Enfin, si, j'en ai déjà vu de l'eau hyper belle, mais franchement, c'était partout. Et puis, en fait, ce qui est magnifique à Zanzibar, c'est les nuances de bleu. Il y a vraiment des nuances de bleu selon si la mer est haute ou qu'elle se retire plus loin. Donc, on a démarré à Zanzibar, à Stanton. On s'est baladé dans le petit quartier historique. Bon, c'était chouette, c'était une chouette entrée en matière. Et après, on est parti dans le nord de l'île. Donc, bah, finalement, ça, c'est un des endroits, je pense, qui nous a le moins plu Pourquoi? parce que c'est méga touristique. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne jurent vraiment, je vais peut-être me faire des ennemis parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par ces plages-là de Kendwa et Nongui qui sont les plus réputées parce qu'en fait, c'est vrai que le sable est magnifique. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là-bas, il n'y a pas trop de phénomène de marée, donc on peut se baigner tout le temps. Alors que sur d'autres endroits de l'île, vraiment, ça se retire à marée basse à des kilomètres. Et donc, en fait, on ne peut pas se baigner. Donc ça gêne beaucoup de gens, ce que je peux comprendre. Mais sauf que du coup, ben, cette partie nord, c'est des ribambelles de transat. Donc voilà, c'est un peu le Club Med. Donc nous, en fait, on est arrivé là-dedans dès le début. Et clairement, nous, c'est pas ce qu'on recherche en voyage. On aime bien les endroits plutôt perdus, plus authentiques. On s'est retrouvé dans un gros resort, donc on n'avait pas réservé à l'avance. Puis en fait, on s'est retrouvé à devoir prendre la dernière chambre d'un gros truc. Après, on s'adapte. Hein. On a quand même passé une bonne après-midi justement sur le transat. On a bu des cocktails, on a regardé le coucher de soleil. Tout allait bien. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas un endroit que je recommanderais moi. Enfin, j'y retournerai pas. Je pense si je retourne à Zanzibar par exemple. Et donc là, on est parti ensuite à l'est donc de l'île, dans un village qui s'appelle, enfin sur une plage qui s'appelle Matemwe, qui est réputée pour être une des plus belles plages de Zanzibar. Et là, bah, c'était génial. En fait, il y avait personne. Donc, on se faisait des grandes balades sur la plage. À marée basse, en fait, effectivement, l'eau elle partait très loin. Mais ce qui était super, c'est qu'il y avait quand même des espèces de trous d'eau dans lesquels ça nous faisait comme des petites baignoires. Donc, voilà, on chillait là avec les petits. Puis en plus, il y avait un petit village typique dans lequel on a pu aller se balader. C'était un petit peu pareil à Jambiani aussi. C'est sur la côte est aussi, plus au sud. Et pareil, c'est un autre endroit qu'on a vraiment adoré sur Zanzibar. Et ces 2 endroits-là, comme c'est pas très touristique, tu les avais trouvés dans le Lonely Planet ou sur le forum, ou les forums Les deux. que d'accord. Ouais, les deux. Sur les blogs aussi, bah, du coup, Marine et Jules, là, ils ont écrit aussi des articles sur Zanzibar. Et puis après, ce qu'on a adoré aussi à Zanzibar, c'est le village de Kizimkazi, qui est donc au sud, mais côté ouest. C'est un de nos coups de cœur, l'hébergement. En fait, il y a un hébergement qui s'appelle le Promised Land Lodge. Et là, c'est ambiance super chill avec plein de hamacs, plein d'endroits pour se poser. Il y a une piscine d'eau de mer, parce qu'en fait, il n'y a pas de plage à cet endroit, mais la vue est juste dingue avec le bar et le resto qui sont sur pilotis. Puis, il y a une aire de jeu pour les enfants. Enfin, là-bas, il y a de la musique super cool tout le temps au bar. Et ça, c'est un endroit qu'on a adoré. Et d'ailleurs, on y est retourné quand on est retourné à Zanzibar après notre gros trip en Tanzanie. C'est une bonne surprise sur place ou tu l'avais repéré aussi celui-là? Ça, je l'avais repéré sur les forums. Sur les groupes Facebook, là, il y a beaucoup de gens qui parlaient de cet endroit comme une pépite. Et du coup, bah, après, ce que je fais, c'est que je fais toujours mon enquête aussi avec les avis Booking ou Google. Enfin, ouais. Donc là, vous êtes restés, combien de temps dans cet endroit? Kizimkazi, on a fait 4 jours au début, enfin, là, sur notre premier séjour. Et puis ensuite, on a refait 3 ou 4 jours, je crois, à la fin. Et là, à cet endroit, vous avez fait des activités, un peu différentes que, juste de la balade? Ou est-ce qu'il y avait des choses à voir à Kizimkazi?
Kizimkazi, on est parti en bateau avec notre super pote Isaac. Donc c'est un local qu'on a rencontré en faisant des courses. En fait, là-bas, il faut savoir que la grosse attraction, c'est de partir voir les dauphins. Donc du coup, il y a plein de bateaux qui font un peu la chasse aux dauphins, ce que nous, on n'avait pas du tout envie de faire. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes en fait qui proposent aux touristes de partir voir les dauphins ou de partir faire le Safari Blue, qui est une autre excursion en fait un peu toute organisée où les gens vont faire du snorkeling et puis ensuite ils vont déjeuner sur un banc de sable. Sauf qu'en fait, tous les bateaux partent à peu près à la même heure et font en gros la même chose. Donc du coup, c'est un peu on s'était dit non, on n'allait pas faire ce truc-là pour se retrouver sur un banc de sable entouré de plein de monde. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et du coup, en fait, Isaac, il avait l'air super cool. Donc, il nous propose de partir en bateau comme à peu près une vingtaine de personnes avant. On a commencé vraiment à discuter avec lui. Il était marrant, il était hyper souriant surtout. Il avait vraiment une bonne tête avec qui on avait envie de rigoler. Et puis, du coup, on lui a dit, nous, on part avec toi si tu nous emmènes dans un endroit, mais genre 100 personnes, désertique. Il nous a dit OK, Hakuna Matata, parce qu'il est tout le temps Hakuna Matata ou c'est Freshy. Et du coup, on est parti avec lui et en fait, nous a emmenés sur un banc de sable qui était désertique. Effectivement, il y avait que nous, donc on a passé une journée super. Ensuite, on est retourné avec lui. Quand on était à Jambiani, on était à une demi-heure de route dans un autre endroit cette fois qui était aussi paradisiaque et que j'ai d'ailleurs pas encore partagé sur les réseaux. Ah bah voilà. Ça fait penser que j'ai encore une belle sortie à partager. Donc c'était une des belles rencontres du voyage. Et quand on est retourné à Zanzibar à la fin, en février, on est encore reparti avec lui aussi. Eh bah dis donc, il avait trouvé des clients là. Cette fois-ci, c'était bonne pioche. Ouais, c'est ça. Bon alors après, vous faites quoi? Vous partez où? Du coup, après cette première partie à Zanzibar, on a pris l'avion pour aller directement à Arusha, qui est dans le nord de la Tanzanie. De là, on avait une petite période d'attente et donc on s'est posé pendant 3 nuits dans un camp, mais du coup, on n'avait pas de voiture. Donc, mais bon, on était en mode un peu, on se pose parce qu'on savait que la semaine qui nous attendait était super riche. Et du coup, c'était la semaine avec Andala Travel. Donc le safari? Voilà. Donc d'abord, on est allé dans le village en fait d'Andala. Et là, on a logé en fait chez le fondateur de l'agence, dans sa maison. Waouh! Ouais, c'est ça. Le concept, en fait, c'est qu'il y a pas d'hôtel dans ce village et il y a que cette agence, en fait, qui propose aux gens d'aller dormir chez l'habitant dans ce village. Et donc, on a passé 2 jours là-bas. Donc, on avait un guide sur place qui nous a emmenés faire un petit peu le tour. On a vu du gospel. On a été faire une marche jusqu'à un hyper beau point de vue où d'ailleurs on voyait le lac Manyara en contrebas. Après, c'était chouette parce que quand on se baladait, en fait, on a rencontré des locaux en fait qui emmenaient leurs vaches et leurs chèvres se faire tremper dans un bain. C'était le rituel du samedi. Les petits, après, en fait, ils se sont mis à faire les gardiens de troupeaux. C'était chouette. Et puis ensuite, on est parti en safari. Du coup, on avait un 4x4, non, une Jeep. Et nous, en fait, on était donc tous les 4 avec notre chauffeur. Ça, c'était super parce qu'en fait, les petits, on a pu leur installer un matelas à l'arrière, ce qui fait qu'ils pouvaient dormir. Puisque les safaris, c'est quand même long pour les enfants. En fait, le temps de route jusqu'au parc, c'est pas forcément très long. Mais après, vu que l'idée, c'est de faire des game drive, donc de rouler pour observer les animaux, en fait, on passe vraiment beaucoup de temps dans la voiture. Et les enfants, ça les intéresse sur les moments où il y a des animaux, mais il y a quand même des moments où on roule et puis il se passe pas grand-chose. Donc, du coup, c'était cool d'avoir cet espace dans la voiture et voilà, quand ils étaient fatigués, ils s'allongeaient, ils faisaient leur sieste. Bon alors, qu'est-ce que vous avez vu comme animaux? Plein de lions, on a vu des bébés lionceaux, quelques éléphants, des hippopotames, donc dans l'eau et aussi hors de l'eau en train de courir. Les lions, on les a vus aussi dans les arbres. On a vu des guépards. Et puis après, on a vu beaucoup de gnous, parce qu'en fait, la période où on y était, là, en janvier, c'est la période de la migration des gnous. Et du coup, il y avait plein de gnous en fait dans les plaines du Serengeti, donc qui est un des parcs du nord de la Tanzanie. Et les gnous, quand ils migrent, ils sont accompagnés de zèbres. Donc du coup, ça faisait vraiment des troupeaux de gnous et de zèbres
à perte de vue. Enfin, Trop bien. c'était superbe, ouais. Plein d'antilopes aussi, des girafes. C'était top. On avait fait des safaris en Afrique du Sud, mais pour le coup, on les avait fait par nous-mêmes. Là, en fait, le fait d'être avec un guide, alors je sais pas si, enfin, il y avait le fait d'être avec un guide et aussi le fait que les parcs de la Tanzanie, enfin, on a vu vraiment beaucoup, beaucoup plus d'animaux qu'en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on était déjà hyper contents, mais là, c'était un festival. On a halluciné. Alors après, ça vaut quand même cher, hein, les parcs valent cher. Même en fait, si on avait voulu faire un peu à l'économie et les faire par nous-mêmes, en fait, les entrées des parcs, ça coûte une blinde en Tanzanie. C'est vraiment un gros budget, faut le savoir. C'était plus cher qu'en Afrique du Sud? C'est beaucoup plus cher qu'en Afrique du Sud parce qu'en fait, en Afrique du Sud, il y a une carte qui permet de faire tous les parcs. Alors que là, en Tanzanie, ça n'existe pas ce système de carte et du coup, il faut payer à chaque entrée. Je crois que c'est 70 $ par adulte, 35 par enfant et après, il faut payer le véhicule quand on le fait par nous-mêmes. Et donc, en fait, ce qu'on a adoré aussi pendant ce safari, c'est qu'on a dormi dans les parcs. Et ça, c'était une expérience qu'on n'avait jamais vécue. On a dormi vraiment la première nuit, on était dans ce qu'ils appellent un special campsite. Ils avaient monté un petit camp, mais rien que pour nous. Donc, en fait, on était au milieu des animaux, enfin, au milieu du parc. Et ils avaient monté notre tente pour qu'on... Du coup, on a bien dormi tous les 4 ensemble. Et la tente pour faire à manger. Enfin, ils avaient monté un petit camp et Trop on bien. a fait un feu le soir. Et ça, on a vraiment adoré parce qu'on était vraiment en pleine savane. Et vous n'avez pas eu peur, qu'il y ait des animaux qui viennent vous voir? En fait, non. Enfin, je crois qu'on n'est pas très peureux de nature. Donc, ça nous fait plus rire qu'autre chose, en fait, d'entendre, parce qu'on a quand même entendu des hyènes qui étaient pas très loin et tout ça. Mais Mmh. non, c'était chouette, c'était génial. Et après, le lendemain, on a dormi dans un autre endroit du parc. Et là, c'était dans un vrai camping. Là, pour le coup, on n'a pas trop aimé parce qu'en fait, il y avait plein de monde. C'est chouette quand même, mais en fait, après avoir fait le camping sauvage tout seul, ça n'a rien à voir. Et donc, j'en discutais avec Marine. Elle me disait, c'est marrant, il y a des gens qui préfèrent les campings avec du monde parce qu'en fait, ils sont plus rassurés. En gros, ils disent qu'ils vont pas être les premiers à se faire bouffer si jamais il y a les animaux qui viennent. Oui. Donc voilà, il faut voir un peu en fonction de ce qu'on préfère. Et puis après, sinon, il y a aussi l'option des lodges dans les parcs. Mais bon, là, clairement, c'était pas notre budget. Ah oui. On aime bien le camping, donc c'est très bien. Oui et puis, vous aviez encore tellement de choses à voir et à faire que, C'est ça. il y a des Ouais. compromis et ça tombe bien, que vous aimiez ce type d'hébergement de toute façon. Mmh. Ouais, donc ça, c'était chouette. Et puis après, on est parti en fait au nord pour se rendre au village de Nyambori, qui est au nord du parc du Serengeti. Donc là, on était vraiment très très haut au nord de la Tanzanie. Et là, c'était un autre village qui travaille avec Andala. Et du coup, on était hébergés, pareil, dans une famille. Alors, c'était pas dans la maison, parce que là, en fait, c'était un boma avec des huttes traditionnelles. Donc, le boma, en fait, c'est des espèces de huttes qui sont construites en forme de cercle. Au centre, il y a l'enclos pour les animaux. OK. Donc, les différentes personnes de la famille vivent là. Et c'était chouette de partager leur quotidien. Pareil, on a été visiter le village. Et puis, s'il avait fait beau, parce qu'en fait, on a eu de la pluie à ce moment-là, parce que c'est quand même la période de la petite saison des pluies en Tanzanie. Donc, il y a eu une phase où on a eu pas mal de pluie. Mais s'il avait fait beau, on avait prévu d'aller se baigner avec les enfants. Et du coup, ils devaient nous emmener à leur spot de baignade. Donc ça aurait été chouette avec les petits de partager ça. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Donc voilà, et puis après ça, on est reparti encore pour 2 jours de safari, en fait, dans l'autre sens. Après, on s'est posé, on avait prévu de se poser 3-4 jours à Arusha, donc sans voiture, encore une fois. On s'était vraiment dit, on aura besoin de ce sas un peu de décompression parce que c'était tellement puissant, tout le côté authentique avec les familles et le côté vraiment d'en prendre plein la vue au niveau des animaux et aussi des paysages, parce que finalement, dans les parcs, les paysages étaient quand même variés aussi. Je pense à un truc, vous avez partagé beaucoup de temps avec les familles ou les locaux. Ouais. Vous communiquiez en quelle langue? On communiquait pas mal en anglais. Il y en a quelques-uns qui parlent français.
Et ensuite, on avait appris quelques mots de Swahili, donc c'est la langue locale, c'est le Swahili. Par exemple, merci, c'est Asante Sana, ou le fameux Hakuna Matata qui veut dire pas de problème. Oui. Donc voilà, et puis après, de là, on a démarré notre road trip en voiture. On est un peu revenu sur nos pas parce qu'en fait, on avait eu le contact de Kaira. Donc Kaira, c'est un local, il habite à Arusha. C'est un Maasai originaire d'un village qui est encore plus au nord. Et du coup, on avait eu son contact quand on est arrivé à Zanzibar. On avait rencontré un couple de Français et ils avaient été dans son village. Et du coup, nous avaient dit, mais c'était génial. On était vraiment avec les Maasai. Là, Kaira, c'est pas une agence. Et du coup, on l'avait contacté. On s'était calé avec lui. Et donc, il nous a emmenés dans son village chez les Maasai. Waouh. C'était une expérience de fou. Et là, pour le coup, c'était pas du tout organisé. Enfin, c'était complètement à l'arrache. Kaira nous avait dit qu'il y avait 2 heures de route. En fait, on en a mis 4. Il est arrivé en retard au rendez-vous. Donc, on est arrivé, il était genre 22 heures. Les tentes, parce qu'on a dormi en tente, c'était pas monté. Donc, on a tout monté dans le noir. On s'est retrouvés à faire à manger pareil dans le noir. Enfin, c'était en mode, bon, on est hyper content d'être là. C'était surpuissant parce qu'on s'est retrouvés encerclés par tous les enfants Maasai et tout qui guettaient notre arrivée dès que les voitures sont arrivées. Et puis, on les voyait pas trop. On était dans le noir et tout. Les petits, ils étaient là. Non, mais on est où Qu'est-ce qui se passe Là, pour le coup, faut pas avoir peur de partir un peu dans l'inconnu parce que c'était complètement l'inconnu. Le lendemain, on s'est retrouvés. On devait aller à une cérémonie. En fait, on s'est paumé pour y aller. On a tourné, on a raté la cérémonie, on est reparti faire du coup, on l'a vu le soir. Mais bon, c'était tout était comme ça, un peu à l'arrache, voilà, complètement. Mais on a adoré. Et Kaira vous expliquait ce qu'il fallait faire ou pas faire, il vous a un peu guidé? Est-ce qu'il était là à ce moment-là, quand même? Oui, oui, il était avec nous et c'est son village, en fait, et à côté, il a une petite maison à lui, qu'il a construite. Finalement, il emmène de plus en plus de gens, je pense. Et en fait, avec l'argent qu'il récolte, il a monté une école dans son village. Ah super! Parce qu'en fait, les Maasai, le problème qu'ils ont avec l'école, c'est qu'en fait, ils parlent pas Swahili. Ils parlent que Maasai. Sauf que l'école est en Swahili. Et là, en fait, l'idée de cette école-là, c'est déjà de leur apprendre les bases du Swahili pour qu'après, ils puissent comprendre à l'école, en fait, et du coup, avoir une chance. Il faut savoir que lui, il s'est enfui de son village quand il était ado pour aller étudier. Son père avait décidé qu'il n'irait pas à l'école, c'était pas prévu comme ça pour lui. Donc il est parti, il a marché 4 jours dans la pampa là-bas pour rallier la ville et puis il a fait ses études et tout. Donc maintenant c'est un peu pas sa revanche, mais il est revenu dans son village. Tout le monde le croyait mort parce que il est revenu 7 ans après, je crois. Et donc voilà, donc c'est une très belle histoire. Et puis Mais oui, c'est quelle une force de personne que j'ai caractère! vraiment. C'est ça. Donc du coup, c'était top de le rencontrer, de voir son village. Et puis c'est vrai que quand on est parti, C'était dur? on n'avait pas, on serait bien resté plus longtemps parce que c'est vrai que, on aurait bien aimé voir encore plus leur mode de vie. Mais il fallait continuer le voyage, alors vous avez fait quoi après? Avant de faire les safaris, en fait, on s'était dit que par nous-mêmes, on ferait le cratère du Ngorongoro, ce que j'ai dit précédemment, puisqu'on avait un peu vu les tarifs. Et du coup, en fait, on s'était réservé, on avait trouvé une petite maison qui n'était pas du tout chère vers Karatu, qui est à côté de la porte d'entrée du Ngorongoro. Et en fait, on s'est retrouvés à aller dans cette maison. Et puis finalement, on avait vu tellement d'animaux et on avait tellement pris notre dose de safari avec Andala que en fait, on n'a pas voulu risquer d'y retourner juste nous. Là, bon, du coup, on s'est posé à Karatu pendant les 2 jours. Finalement, on était un peu en attente de la suite des aventures. Donc, c'était un peu la transition entre tous ces trucs vraiment très forts qu'on avait vécu là les 2 derniers jours avec Kaira et puis le début du road trip vraiment par nous-mêmes, sans rien planifier. Et là, à partir de ce moment-là, on était vraiment en roue libre. C'est-à-dire que genre le matin, généralement, on savait toujours pas où on allait dormir le soir. Ah ouais? En fait, il y avait pas grand monde à l'époque où on y Oui, était. c'est vrai, C'était ouais. au mois de janvier, période de Covid, tout ça. Donc, t'es pas stressé par le fait d'avoir de la place ou pas. J'avais même buggé avec la petite maison dont je parlais avant parce que je m'étais mis la pression toute seule et en fait, Ouais, tu savais il pas? y avait. Non, voilà, c'est ça. On s'est retrouvés dans un lodge à côté d'Arusha. Et là, c'est la première fois qu'on a vu le Kilimandjaro. Waouh!
le Kilimandjaro, il apparaît souvent que le soir parce que sinon, il est dans les nuages. Et là, du coup, quand on est arrivé, le gars nous montre la chambre et tout. Il nous fait bah, vous verrez, si vous avez de la chance, vous pourrez voir le Kilimandjaro de votre terrasse. Ah bon? On se regarde avec James. Bon, d'accord. On n'y croyait pas trop parce que pour nous, ça nous semblait quand même très loin de là où on était. Et en fait, effectivement, le soir, là, ça s'est dégagé et on a vu le Kilimandjaro. On était comme deux gamins. On était surexcités. Donc ça, c'était chouette. Et puis le lodge était canon. Et en fait, on s'est retrouvés là parce que dernière minute, prix de ouf. On devait rester qu'une nuit. Finalement, on en a fait 2 parce que c'était vraiment sympa. Et ça s'appelait comment? Ngare Cerro Lodge, un truc comme ça, à côté d'Arusha. Et après, on est allé à l'ouest du Kilimandjaro, dans des steppes Maasai. Donc, changement de décor parce que du coup, Arusha, c'est quand même plus... c'est la ville. Et on s'est retrouvés donc, dans cette région des steppes Maasai avec à perte de vue des petites collines, le Kilimandjaro forcément. C'était l'original Maasai Lodge. Donc un lodge haut de gamme, tout ça, où on a eu un super prix de dernière minute. Par contre, le seul truc, c'est que nous qui avions été avec des vrais Maasai avant, ça nous a fait quand même un poil bizarre de se retrouver là où, en fait, c'est vraiment tenu par des Maasai, donc c'est intéressant. C'est vraiment un lodge qui est engagé, qui reverse des fonds pour l'école du village, etc. Donc c'est top. Et en fait, ils font découvrir la culture Maasai. Enfin, voilà, donc du coup, il y a des danses Maasai. On est accueillis par des Maasai qui chantent, qui dansent. Enfin, c'est super. Mais voilà, nous, on arrivait de notre vraie expérience. C'était encore autre chose. On a plus apprécié la beauté du lieu que le fait de revoir un peu ces traditions Maasai, parce que pour le coup, on avait vu les vrais. Oui, Donc, oui. c'était chouette. Mais l'endroit était dingue. C'était un des plus beaux lodges où on a eu la chance de séjourner d'ailleurs. Et dans vos journées, vous passiez beaucoup de temps finalement sur la route ou les endroits étaient quand même assez proches les uns des autres? Vous faisiez des haltes pour pique-niquer? Comment ça se passait? Les pique-niques en voiture, alors ça, c'était une belle aventure. Donc, généralement, on roulait entre chaque étape. Ouais, c'est variable. Donc, ça pouvait être 3 heures, 4 heures de route, ça Ah, quand dépendait même! des moments. Souvent, les routes, en fait, ça paraît pas très loin sur la carte. Mais vu qu'après, tu as une partie où c'est goudronné, puis tu te retrouves quand même assez souvent à prendre des espèces de pistes caillouteuses, poussiéreuses, etc. Donc, du coup, là, ça va plus très vite. Donc, c'est arrivé qu'on s'arrête dans des espèces de boui-boui, des boui-boui vraiment très locaux sur le bord de route, dans des villages pas du tout touristiques. On s'est retrouvés un jour à manger dans un resto. Je sais même pas si on peut appeler ça un resto, c'est plus une cantine un peu locale. Et la dame, donc on l'a appelée Mama, elle nous a fait rêver parce qu'en fait, elle nous sert, elle danse et tout. C'était vraiment un personnage. On était morts de rire en fait. Elle nous a dit à peu près 12 fois welcome avec son accent. Puis elle nous sert sans trop nous demander ce qu'on veut. Elle nous sert, donc on se retrouve avec une assiette avec ce qu'il y a. Elle nous met de la viande et puis bon, moi la viande, quand je sais pas trop ce que c'est dans les endroits comme ça un peu de bord de route, bon. Voilà, donc moi je me dis bon, je vais pas la manger. Et du coup, après elle arrive. Puis comme ça, nature, elle prend la viande, elle met dans sa poche. Et sauf que la viande, c'était vraiment en sauce. Il y avait un petit compartiment dans Oui. l'assiette et c'était genre un ragoût en fait. Et elle met ça dans sa poche. Non, mais avec James, elle nous a tués. On était là à se regarder, on n'y croyait pas. Et après, elle prenait dans sa poche comme si c'était des bonbons. Mais non! Viande. Oh! Ah, c'était génial. Et donc ça, c'était vraiment une des expériences typiques sur la route, le truc. Tu es contente de pas avoir mangé la viande quand même? Ouais. On s'est retrouvés. Ça nous arrive souvent quand même de se retrouver dans des endroits un peu improbables. C'est vrai que les repas en voyage, quand on veut vraiment pas perdre de temps, on essaye de se prendre de quoi se fabriquer des pique-niques sur la route. Mais on a toujours un peu le problème des fois de savoir où s'arrêter finalement. Sur les routes comme ça, il y a pas spécialement d'endroit. Après, s'arrêter dans les villages, bon, on sait très bien que tout le monde va s'attrouper autour de nous en train de regarder manger notre pique-nique. Puis une autre fois, on s'était arrêté sous un abribus. On voyait un peu tout le monde qui nous regardait de loin. C'est assez Avec vos marrant. petits C'est blonds, toujours tu m'étonnes. en plus, ouais. Mais ça, c'est vraiment parce que c'est dans des endroits qui sont pas touristiques.
Et les enfants, pendant les longues routes, pardon, de 3 ou 4 heures, ils dorment, ils regardent le paysage, ils réclament de l'attention? Comment ça se passe? Parce qu'ils sont petits encore. Ouais, bah, là, ils ont, ouais, 6 ans, mais du coup, ils sont pas pénibles. En fait, ils sont habitués, ils savent que de toute façon, il y a un moment où, on va arriver. Ils savent aussi qu'on fait en sorte qu'ils s'ennuient pas trop, donc en fait, on cale généralement sur un temps de sieste. Tant qu'à faire, oui. Du coup, ça peut être pour les occuper une fois qu'ils sont réveillés, soit leur radio, donc les radios Luni là avec plein d'histoires dedans, soit on met la tablette. Donc pareil, on trouve un système, on empile les sacs et puis on leur met des dessins animés qu'on a téléchargés à l'avance sur Netflix. Enfin, c'est toute une organisation. Ah bah oui, Voilà. Ah faut bah oui. prévoir. Et puis après ils dessinent aussi. Donc voilà, on leur donne leur cahier, leur trousse. On se trouve des petites organisations pour tenir sur les côtés des portes. Voilà, parfois des jeux. On se fait jamais non plus des journées de 8 heures. On essaye toujours de couper. Et puis si on voit que c'est un peu long, parfois on se fait une vraie coupure aussi. Par exemple, on fait de la route et après on va vraiment s'arrêter quelque part, jouer ou aller à la piscine. S'il y a une piscine sur la route, enfin on va se trouver une étape en fait pour que finalement après ça passe mieux, quoi. Mmh mh. Les astuces de parents pour les voyages en voiture. Bon, du coup, je t'ai coupé dans ton récit. Après du coup c'était marrant parce qu'on est passé des steppes Maasai au pied du Kilimandjaro dans un décor mais complètement différent. C'était le village de Marangu et bah, en fait c'est un des coups de cœur du voyage parce que c'est un endroit où il y a plein de cascades et c'est hyper luxuriant. C'est vraiment très vert. On a l'impression de se retrouver à 1000 lieues des paysages arides où on était avant. C'était frais comme cadre. Et du coup, là, on a passé nos journées où bah, on s'emmenait à un pique-nique et puis on allait se trouver une cascade, on pique-niquait à la cascade, on se baignait dans la rivière. Et là, pareil, on avait réservé un peu au dernier moment et ce qui fait qu'en fait, ça nous a permis de rester plus longtemps. On avait prévu de rester que 2 nuits, je crois. Et puis, en fait, on est resté 3 et puis on a failli rester 4. Et bon, quand même, la fille nous a dit non, là, je suis désolée, la maison s'est louée. Donc, c'est Faut y allez, aller maintenant, pousse. messieurs, dames. Donc du coup, on s'est quand même résolu à quitter cet endroit vraiment coup de cœur de Marangu. Et on a continué là vers Lushoto. C'est dans les monts Usambara, dans le nord, mais plus à l'est. OK. Et en fait, bah là, on a pris une énorme claque. Enfin, moi, j'étais un peu nostalgique d'avoir quitté les cascades. On a vu ces montagnes-là se rapprocher quand on était sur la route. Et au fur et à mesure, ça semblait vraiment de plus en plus majestueux. Ensuite, on s'est enfoncé dedans parce que du coup, on avait trouvé une petite auberge de jeunesse dans les hauteurs. En fait, c'était un paysage encore différent et incroyable auquel on ne s'attendait pas. Un décor de montagne super joli avec des petits villages éparpillés. Enfin, et donc, on s'est retrouvés là. Pareil, on avait réservé 2 nuits et puis finalement, en faisant une balade, on a trouvé un autre endroit un peu plus haut qui s'appelait l'Eco Farm Paradise avec un panorama exceptionnel avec plein de randos à faire autour. Et donc, on s'est retrouvés là par hasard pour aller avec l'objectif de prendre le goûter parce que il faut toujours trouver une petite carotte pour faire avancer les Ah gars bah oui, hein. quand on marche. Donc, c'était l'objectif. Généralement, on essaye de dire les glaces. Bon, après, en Tanzanie, on a vite arrêté parce qu'on s'est quand même vite rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de glace. Donc, il fallait qu'on arrête de promettre ça. Et donc, cet endroit nous a tellement plu. Et en plus, il y avait des jeux pour enfants. Donc, le gars, quand on est arrivé pour le goûter, nous a sorti tous les jeux et tout. Donc, le lendemain, on est retourné, on a prolongé notre séjour pour aller dormir à cet endroit-là. On a trouvé que c'était magique, en fait, cet environnement. Ça avait l'air, oui. On s'est retrouvés à faire une rando avec les petits pour aller jusqu'à un des sommets. Enfin, c'était une vue panoramique, vraiment. En plus, c'était un peu sur des couleurs de coucher de soleil. Et là, pareil, on serait bien resté plus longtemps encore, vraiment. On se posait la question. Mais après, on avait quand même un peu la deadline de rendre la voiture. Et en fait, on a continué en direction de la côte. Bon, pour le coup, la côte tanzanienne, on n'a pas trouvé ça dingue parce que c'est en comparaison avec Zanzibar. Il n'y a pas les couleurs d'eau turquoise qu'il peut y avoir à Zanzibar. Donc voilà, je pense que la côte tanzanienne, ça peut être chouette, mais uniquement si on ne va pas à Zanzibar. Ça vous a pris combien de temps de faire cette côte, enfin de parcourir cette côte? On a fait 3 nuits.
2 nuits à Pangani et ensuite 1 nuit à Bagamoyo, qui est juste au nord de Dar es Salaam, aussi sur la côte, qu'on n'a pas du tout aimé. Là, pour le coup, on n'a pas trop vu l'intérêt. Puis en plus, je crois qu'on était vraiment nostalgique parce qu'on savait que c'était la fin de ce road trip. Après, il fallait passer à autre chose. On n'a que des phases comme ça dans le voyage, en fait. C'est comme s'il y avait plein de petits voyages dans ce voyage. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est un peu la fin d'un petit voyage avant de repartir sur la prochaine aventure. Et on est parti direct sur l'île de Mafia. On a pris un petit coucou parce que du coup, on s'était renseigné pour prendre un bus, puis ensuite prendre le ferry pour aller à Mafia. On a vraiment étudié cette option, mais avec les enfants, il fallait prendre un bus, un dala-dala, donc c'est les petites fourgonnettes un peu locales là, qui transportent les passagers. Et bon, ça sentait vraiment la mission. Donc, on a pris un petit coucou de, je sais pas, il devait y avoir une douzaine de personnes dans ce mini-avion. Donc, c'était encore une nouvelle aventure. Et donc, on s'est retrouvés à Mafia. Donc, c'est une île qui est au sud de Zanzibar. On s'est d'abord posé sur la côte ouest, parce qu'en fait, c'est une côte où c'est réputé pour qu'il y ait des requins-baleines. Je crois que c'est de octobre à février, la période, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a été nager avec les requins-baleines. Ça, c'est le moment, je crois, le plus puissant, en tout cas pour moi, du voyage, parce que c'était une expérience folle. Et même d'y aller avec les petits, ils sont aussi plongés dans l'eau, Mais ils avaient oui. leur masque, leur tuba, et puis ils ont vu les requins-baleines. Oh, c'était fou. Moi, je me suis retrouvée à nager une dizaine de minutes avec eux, enfin avec un d'entre eux. Ah, cette vidéo, c'est un truc de malade quand tu l'as postée et j'étais hypnotisée. Ce Moi aussi. souvenir que tu as, c'est un truc de malade. Bah ouais, parce qu'en plus, c'est le moment, c'est pile le moment où, du coup, les petits étaient déjà remontés sur le bateau depuis un moment parce qu'ils avaient froid. Et puis James, c'est le moment où il s'est dit, bon, allez, je vais essayer de faire des plans en drone. Et c'est pile le moment où ça s'est calé, que j'étais toute seule avec le requin. Et baleine, je précise, parce que sinon, Mais j'aurais oui. moins fait la maline. Et du coup, c'était fou. C'est indescriptible, en fait. Enfin, c'est dur de le décrire, d'avoir vécu ça. Donc là, au début, quand on est arrivé, on était en mode bon, en fait, on va pas tarder à repartir parce que c'était hyper venté, la plage, elle était pleine d'algues, enfin, et puis c'était pas hyper joli du coup. Donc on savait pas trop. Bon, on s'est dit bon, on va aller voir de l'autre côté, on va trouver un spot abrité du vent, peut-être que ce sera mieux et tout ça, en discutant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en discutant aussi. On essaye toujours d'aller à la pêche aux infos parce que clairement, Mafia, quand on cherche sur internet, il y a pas d'infos. Et donc, on s'est retrouvés dans une petite guest house sur l'île de Cholet. Donc, il y a l'île de Mafia et l'île de Cholet juste à côté, à l'est, qui est minuscule. Tu passes du nord au sud de l'île en 30 minutes à pied. Ah oui, effectivement. Et en fait, c'était une petite guest house tenue par un ancien médecin avec ses fils qui étaient là. Et puis c'est tout, en fait, avec des femmes qui faisaient à manger, qui étaient embauchées, je pense, parce que c'était pas les femmes de la famille. Et on s'est retrouvés là, mais alors comme à la maison, du coup, les petits qui étalent leurs jouets partout, les fils du propriétaire qui étaient là, trop contents de jouer avec eux. Et ils avaient un bateau. Et en fait, l'intérêt d'être sur cette île, de passer de ce côté-là à Mafia, c'est qu'il y a la réserve marine en fait de Mafia. Et du coup, il y a des super snorkeling à faire. Il y a un beau banc de sable. Et il n'y a pas de vent. Et là, non, il n'y avait pas de vent. Et ouais, c'était top. Et du coup, on s'est retrouvés pareil. On arrive, on ne savait pas combien de temps on allait faire. On a fait 8 nuits, en fait, tellement on Ah était ouais. bien là-bas. Bon, à un moment, on s'est dit, bon, allez, quand même, on va décoller là. Et vous faisiez quoi de vos journées? C'était vraiment chill? Là, ce qu'on se disait, c'était qu'on allait faire une journée vraiment cool où on bougeait pas trop. Comme ça, les petits ils pouvaient faire une vraie sieste. Donc, soit on partait en balade pas trop loin, soit on allait se baigner, soit voilà, ils jouaient, on faisait l'école. Et puis, le lendemain, on se faisait plus un gros truc où là, on partait en bateau et on partait à la journée. Et je pense finalement qu'on aurait pu faire presque les 3 semaines comme on s'était dit au début, après trouvant peut-être encore un autre endroit où aller. Bon, 3 semaines, c'est vrai, ça aurait été quand même un peu long, je pense, en fait. Mais Il y en a beaucoup des petites îles comme ça à côté de Zanzibar? il y a Pemba, donc il y a l'île de Zanzibar, en fait, qui s'appelle pas Zanzibar, mais tout le monde l'appelle Zanzibar. Ça s'appelle Ungunja. Ungunja.
On va essayer de retenir. Je les mettrai dans les notes de l'épisode aussi. J'ai mon livre à côté, donc je regarde vite fait Ungunja. Et voilà. Et puis après, tu as quelques petites îles privées aussi, du coup, où il faut y aller en ayant réservé l'hôtel et tout ça. OK. Bon, alors il a bien fallu partir à un moment donné parce que, voilà, le temps passe. C'est ça. Donc après, on est retourné à Zanzibar. Et puis là, on s'est mis en mode vacances un peu, dernière journée de C'était ce le bagne voyage avant de avant. rentrer. Non, mais on a eu un petit moment où on s'est dit, ah, on aurait peut-être dû faire plus longtemps le road trip, moins longtemps sur Zanzibar à la fin parce qu'on connaît et tout. Puis après, on a vite basculé en mode, non, mais attends, On là, est bien là. on va, voilà, plage, cocktail, tout ça, ça a bien se passer. Et effectivement, ça s'est très bien passé du coup. J'avais repéré dans ton Insta, un resto qui t'a particulièrement marqué, sur Zanzibar, enfin, sur l'île principale de l'archipel de Zanzibar, Ouais, qui était, un peu dingue. Alors je sais pas comment on dit, Uzumba Rock? Sumba Rock. Il avait l'air dingue ce resto. Bah, il était complètement dingue et en plus, il venait d'ouvrir quand on l'a découvert. Et d'ailleurs, c'est grâce à Isaac qu'on l'a découvert. En fait, quand on a fait notre première sortie avec lui sur le banc de sable, en fait, le lendemain, c'était mon anniversaire. Et du coup, on lui a demandé s'il connaissait un endroit un peu cool où on pouvait aller manger et tout. Et du coup, il nous a sorti ce resto, il nous a montré une pauvre photo. Et c'était ouais, une super découverte parce que c'est un resto qui est sur un rocher. Quand on y a été, c'était marée basse, donc pas aussi beau que quand c'est marée haute, parce que marée haute, il est vraiment dans l'eau en fait. Donc, et ben, on y allait 4 fois en tout dans ce Ah oui. resto tellement on adorait. C'était notre spot. OK. Si tu devais, retenir vraiment qu'un seul moment, ou un seul endroit, ça va être très dur, hein, parce que j'ai bien compris que vous avez vécu, plein de petits voyages dans votre voyage avec, plein de moments forts. Mais est-ce que tu serais, il y en a quand même un qui dépasse les autres? Bah, moi, je pense que c'est le requin-baleine, mais Ouais, là, j'étais pour le coup, c'est sûre. très personnel. C'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas un moment en famille, tout ça. Mais après, non, je pense que d'une manière plus générale, c'était la première fois où on faisait du vrai snorkeling avec nos enfants. En fait, c'est la première année où ils ont réellement un masque et un tuba chacun et où ils sont plus grands. Et en fait, où on partage vraiment ça avec eux. Voilà, regarder les poissons tous ensemble. On s'est retrouvés aussi à Mafia à nager avec une tortue. Et là, pour le coup, ils étaient vraiment là. Et ça, bah, c'était, je pense, un des moments hyper forts, en fait, de partager ça avec eux. Et tu crois que ce serait la même chose pour James, Bah, James, lui, il a nagé avec des dauphins. Ça lui avait fait un peu le même effet que moi avec le requin-baleine. C'était un rêve qu'il avait depuis hyper longtemps. Et ça, c'était tout début de notre arrivée à Zanzibar. Et après, oui, tous ces moments partagés avec les petits. Est-ce qu'il y a eu des découvertes, gastronomiques, intéressantes en Tanzanie? Non, pas spécialement. À part, on est fan de mangue et d'avocat. Et là, bah, on s'est gavé de mangue et d'avocat en fait pendant 2 mois et demi. C'était vraiment notre gros kiff. Et on a mangé beaucoup de riz. Euh, Ah bah oui. on s'est fait des super crevettes. On a mangé des langoustes bah, au resto sur le rocher. Voilà. Mais sinon, pas de. Non, je suis pas très intéressante à ce niveau-là, au niveau de la réponse. Après, dans les terres, en fait, bah, du coup, on mangeait pas trop de viande parce que finalement, ils sont plus, enfin, ils mangent de la chèvre. Et bah, nous, pour le coup, là, c'est pas Ça te trop disait notre truc. rien? Donc, non. Bah, enfin, on a quand même goûté pour faire honneur, mais non. Non, non, non. On n'en a pas du tout parlé et visiblement ça avait pas l'air d'être un souci. Je peux pas m'empêcher de te demander, côté Covid, est-ce que, vous aviez, enfin il y avait des règles spécifiques? Est-ce que vous avez dû porter le masque à certains endroits? En fait, la Tanzanie, ils sont vraiment. Alors, je sais pas comment c'est maintenant, mais ils étaient un peu dans le déni. Enfin, le président, sa manière de penser, c'est qu'il n'y avait pas de Covid en Tanzanie, en fait. Ah d'accord. Donc c'était ouais, ouais, Hakuna Matata, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Covid. En gros, ça s'arrête à la frontière. Voilà. Donc quand on est arrivé, ils étaient carrément dans cette optique-là. Donc personne. En fait, c'était fou parce qu'on a vu la différence quand on a atterri. Autant lors de l'escale en Éthiopie, bah voilà, dans les aéroports, tout le monde avait des masques. On arrive à Dar es Salaam, ben en fait, personne n'avait de masque.
Et on a vu pendant l'évolution, donc dans les 2 mois et demi qu'on a passé, il y a eu le variant sud-africain après qui est arrivé. Et là, du coup, on commençait à avoir de plus en plus, notamment dans les hôtels, le personnel avec les masques, tout ça. Et quand on est reparti à l'aéroport, là, tout le monde avait des masques. Donc, ils ont vraiment, pendant cette période-là, mis en place... ouais. D'accord. Côté budget, est-ce que vous avez tenu votre budget? On s'imagine bien que 2 mois et demi, de voyage comme ça a un certain coût. Généralement, on a une enveloppe globale où on se donne 15 000 € en fait pour le voyage de l'hiver. Et là, il faudrait que je fasse les comptes précisément, mais en gros, c'est 17 000 qu'on a dépensé, tout compris avec les billets d'avion, avec un bon quart en fait sur la semaine en safari. Le safari, c'est extraordinaire, mais c'est vrai que c'est un sacré budget, quoi, et peu importe où tu le fais. Ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi la prochaine destination? Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que James aimerait bien repartir dans un endroit où il y a du surf, parce que là, ça fait 2 années où du coup, il n'y a pas du tout de surf. Et puis maintenant que les petits sont quand même bien en âge de surfer, ça pourrait être cool. On aimerait bien retourner en Indo, parce qu'on y a déjà été. Et puis, on aime bien. Après, c'est toujours l'histoire de saison des pluies, tout ça. Donc, il faut voir s'il y a des îles qui se prêteraient mieux à nos dates. Moi, j'aimerais bien aller en Polynésie française, hein, toujours aussi. Toujours, mais, bon, voilà, je sais pas. Hawaï aussi, j'aimerais bien aller à Hawaï ouais. aussi. Ouais, carrément. Donc, je sais pas, on verra. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des questions plus courtes pour continuer de voyager un peu, mais dans d'autres destinations. Qui t'a donné envie de voyager? Je sais pas. Tu peux zapper la question, je sais pas. OK. Pas de réponse. Non, je sais pas d'où ça vient. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? Je crois que c'est plus les pays pour l'instant où c'est pas la bonne saison pour nous. Par exemple, Oui. j'aimerais bien aller au Japon aussi, mais Les du enfants coup sont un l'hiver peu c'est pas petits là. forcément. Tu crois? Ah ouais. Ah ouais, le Japon, Ouais. pour le coup, alors je n'y suis pas encore allée, mais j'ai fait un épisode, sur le Japon, avec, notamment une japonaise, et elle t'explique vraiment que le Japon, c'est fait pour les ados, c'est pas fait pour les enfants, Ah oui, du tout. d'accord. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait? J'en ai pas vraiment regretté. Le pays qui nous a le moins marqué, c'est le Panama. On a adoré certains endroits du Panama, mais on a trouvé que entre ces endroits, en fait, c'était un peu monotone. C'était beaucoup de centres commerciaux, toute une route droite avec plein de trucs construits. Enfin, ça nous a pas emballé en fait de se déplacer dans le pays. Mais bon, après, c'était quand même cool, hein. Avec qui tu ne partirais jamais en vacances? Je me suis jamais réellement posé la question. Je sais pas. Pareil, tu pourras couper. Non, 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 on va la garder, c'est pas grave. Quelle destination aimerais-tu découvrir dans un prochain épisode? Eh bien, écoute, le Canada, OK. pour éventuellement voir si on peut y aller en plein hiver. Pas à moins Oui, 40. oui, mais côté ouest. Eh ben, vas-y. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Eh bien, physiquement, à notre école de surf, donc qui Mais oui! s'appelle Sonaï Surf School, qui est au Porge, donc c'est à côté de Lacanau, sur la côte girondine. Puis ensuite, sur les réseaux sociaux et sur le blog Trip and Twins. On mettra ça, dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup Solène pour cet incroyable carnet de route en Tanzanie et à bientôt! Avec plaisir. Salut Stéphanie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté? Pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage _blog _ vous savez, c'est le tiré du bas. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.